Moi, déjà, j'ai déjà expliqué que attendre 4 500 000 électeurs sur nouveaux électeurs, c'est faux, c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, pourquoi c'est pas possible? Je réponds parce que le corps de ces citoyens ivoiriens est différent de tous les pays qu'on a. En Côte d'Ivoire, on a près officiellement un quart de la population qui est étrangère. Donc, il sort déjà de la citoyenneté. On a la majorité de la population, je crois plus d'un tiers, je crois, qui est moins de 18 ans, qui sort aussi de la majorité. Sans oublier nos problèmes d'état civil. Je l'ai dit, si les années passées, on n'a jamais atteint plus de 1 million, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, un coup, on aura 4 500 000 électeurs. Donc... De retour sur le plateau de NCI 360, Maître Yapobi, il vous reviennent évidemment ces récriminations, ces observations de l'opposition ivoirienne qui réclame une nouvelle révision de la liste électorale en 2025 avant la présidentielle d'octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une tendance de donner un avis favorable au niveau de la CEI à cette observation de l'opposition ivoirienne? Je vous remercie, M. Djarasouba, pour l'occasion que vous nous donnez à la commission électorale indépendante que j'ai l'honneur de représenter ce soir, de pouvoir, peut-être avec ces débats qui vont s'amorcer, clarifier, sinon lever certaines équivoques concernant la révision de la liste électorale. Avant de répondre à votre question, je dois quand même rappeler que nous sommes actuellement dans un contexte où la commission électorale indépendante est très occupée à dérouler la révision de la liste électorale qui a été entamée en octobre 2024. Cette révision de la liste électorale va respecter un chronogramme, lequel chronogramme a été approuvé par tous les partis politiques en présence et qui va se dérouler jusqu'au mois de juin 2025. Vous comprendrez donc que actuellement, la commission électorale n'a pas fini de poursuivre la révision de la liste électorale entamée. Nous avons procédé du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024 à la collecte des données. À la suite de cette collecte des données, nous sommes en train de faire le traitement en interne de ces données en vue de la publication de la liste provisoire. La liste provisoire, avec les travaux que nous sommes en train de faire, ne pourra être publiée pas avant entre le 17 et le 23 mars. Après la publication de cette liste provisoire, nous ouvrons ainsi le contentieux de la liste électorale. Lequel contentieux, il faut se rappeler, comprend deux phases. Une première phase qui est administrative, c'est-à-dire que les réclamations que les électeurs peuvent porter se font directement devant la commission électorale, laquelle examine les réclamations et rend une décision sur ces réclamations. Et ces décisions de la commission électorale qui seront prises donc sur le contentieux administratif peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, c'est-à-dire le président du tribunal des zones concernées. Ce contentieux va donner lieu logiquement à des décisions et ces décisions doivent être intégrées dans un travail qu'on refait à nouveau sur la liste provisoire, intégrant les réclamations qui ont été faites, intégrant les différentes listes reçues par des différents ministères concernés pour la radiation des personnes décédées, ainsi que celle des personnes ayant perdu leurs droits civiques. Tout cela, vous le voyez, c'est une masse de travail que nous abattons, qui va aboutir à la mi-juin 2025, à la publication de la liste électorale définitive. Sachant que la liste électorale définitive doit être mise à disposition pour que commence le processus de parrainage, puisqu'il s'agit le 25 octobre prochain d'élections présidentielles et qu'il faut permettre
aux candidats de recueillir les différents parrainages sur l'ensemble du territoire. Vous voyez que nous sommes dans un processus qui est long et peu enclin, a priori, on va le dire, à parler d'une nouvelle révision électorale pour répondre à votre question en 2025. Nous sommes en 2025 en train de poursuivre des opérations de révision de liste électorale. C'est pourquoi nous ne comprenons pas l'acharnement de certains partis d'opposition à réclamer une révision pendant que nous sommes en train d'en terminer une. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Très bien. Et à la suite des questions, je pourrais développer un peu plus. Augustin Couillot, comment vous réagissez? Ali, je suis perplexe. Je suis beaucoup de respect pour Maître Yapobi, mais je pense que ça ne tient pas. Pourquoi? Les explications ne tiennent pas la route dans la mesure où eux-mêmes, ils savent qu'ils ont un impératif d'organiser une constitutionnelle d'organiser la révision de la liste électorale annuellement. Donc, ils ne pouvaient pas ne pas programmer une révision en 2025. Surtout que les années précédentes, avant la présidentielle, on a organisé, disons, 2015 et puis 2020. Et le processus qu'a décrit en 2015, ça n'a pas mis autant de temps. Soit on nous dit maintenant que c'est pour avoir une liste plus fiable que les précédentes. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il faut que la CEI, je me demande si c'est la CEI qui décide ou c'est le gouvernement qui décide, puisque je vois bien que l'argument de la CEI l'argumentaire est repris par le parti au pouvoir. Nous avons vu dans l'élément qui a été diffusé tout à l'heure. Donc, si ce n'est pas la CEI qui décide, que la CEI ait le courage de dire que ce n'est pas elle qui décide. Sinon, elle a un impératif. Maintenant, la CEI vient de dire que la liste qui a été, disons, la révision qui a été faite en 2024, on a pris par anticipation des gens qui n'ont pas le droit d'y être. Cette révision peut bien être attaquée au plan juridique. Parce que qu'est-ce qui les autorise à introduire des gens qui n'ont pas 18 ans sur cette liste? Ou bien ils vont être, on les met dans une liste d'attente et quand leur majorité arrive, on les reverse. Ils doivent s'inscrire à 18 ans. Et ça, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Si tu introduis des gens qui n'ont pas 18 ans, elle n'est plus valable. À mon sens, elle peut être attaquée. Mais j'estime que la CEI, cette année, peut bien organiser la révision avant la présidentielle. Elle est importante. Et surtout, si elle ne le fait pas et que personne ne dit rien, que ça satisfait, il n'y a pas de problème. Enfin, ça ne devrait pas poser de problème, même si ça peut être attaqué aussi par des citoyens lambda qui sont que des électeurs. Parce que tout le monde n'est pas encarté dans les partis politiques. Donc, les revendications des partis politiques, ça passe. Mais, je veux dire, même s'il n'y a pas de revendications, il aurait fallu que la CEI, dans son programme, parce qu'elle nous a prouvé qu'elle peut faire une liste électorale en 3 mois. En 2015, elle l'a fait. En 2020, elle l'a fait. Pourquoi pour 2025, elle refuse de le faire? Donc, je pense que c'est un refus qui ne se justifie pas. Et je me demande, et je reviens sur ça, je me demande si c'est la CEI qui décide ou bien si c'est le gouvernement qui décide. Je pense que s'il y a un problème de budget, qu'on nous dise, oh, apparemment, il n'y a pas de problème de budget, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a l'argent pour le faire et les gens le réclament, donc il faut qu'ils le fassent. Moi, je pense qu'il ne sert à rien de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Pour moi, c'est créer des problèmes là où il n'y en a pas. Les gens, la Constitution prescrit quelque chose, la Commission a déjà fait
la même chose à 2 reprises successivement et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on a une liste qui a été, on a fait la collecte des données sur le terrain. Depuis octobre-novembre, on est en février, on n'a pas encore sorti la liste provisoire et on nous dit qu'on va traiter ces listes-là jusqu'à mars. Et puis, je trouve que c'est... Madame, j'ai beaucoup de respect pour la commission. Je vais vous répondre, je vais vous rassurer. On le laisse terminer. J'ai beaucoup de respect pour les personnalités, d'éminentes personnalités qui sont à la commission, mais ça ne tient pas, madame. Il faut que la CEI, si c'est un problème si c'est pas un problème d'argent, alors il est temps de programmer une révision de la liste électorale. Pour ne pas donner des raisons de tension dans ce pays qui va vers des élections cruciales. On vous a bien compris, Augustin. Réaction, M. Yapobi? Oui. Monsieur Kuyo, je vous rassure, la commission électorale est la dernière à vouloir justement créer des troubles. Nous travaillons mieux quand l'environnement est serein. Donc je vous rassure là-dessus. Et puis je veux aussi vous rassurer concernant la légalité des premiers actes que nous avons entrepris, à savoir la collecte des données. Vous me dites, la collecte des données de personnes non encore mineures, non encore majeures, est illégale. En gros, c'est ça. Et moi, je vous réponds que ce n'est absolument pas légal, illégal d'enrôler des mineurs sur la liste quand on fait la collecte des données. Ce qui serait illégal, c'est d'avoir sur la liste provisoire des personnes mineures. Qu'est-ce que nous avons fait? L'enrôlement, si vous regardez les textes, n'est pas soumis à une condition d'âge. Aucun texte dans le code, aucun article du code électoral, ni des autres textes qui encadrent l'activité de la commission électorale, n'impose une limite d'âge pour l'enrôlement des requérants. Et c'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, pour permettre, parce que le but quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de faire enrôler des personnes qui, au moment de la publication de la liste électorale, auront acquis l'âge de la majorité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement anticipé en toute légalité parce qu'il faut faire une distinction, et je crois que c'est là la confusion qui vous fait craindre l'illégalité. Il faut faire la distinction entre l'enrôlement et l'inscription sur la liste provisoire. La phase d'enrôlement, qui est une phase de recueil des données, n'a pas de condition d'âge. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les personnes mineures parce qu'ils devaient passer majeurs donc, au moment de la publication de la liste provisoire. Nous les avons enrôlés par anticipation, en toute légalité. Et ces personnes, ce sont celles-là qui vont figurer sur la liste provisoire. Et pourquoi nous avons arrêté la date à février, justement? C'est parce que, dans le calendrier que nous avons établi, la liste électorale provisoire devrait être publiée en février-mars. Et nous nous sommes dit, du moment qu'ils sont majeurs, au moment de la publication de cette liste-là, nous sommes parfaitement en accord avec les tests. Parfaitement en accord avec les tests. L'objectif étant de ratisser large. Donc ça, sur ce point, je vous rassure, il n'y a aucune espèce d'illégalité sur cette pratique. On aurait été pris à défaut si nous nous étions permis d'enrôler des personnes au-delà de 2028 qui attendraient la majorité juste en mars, en mai ou en avril, etc., etc. Parce que, effectivement, la seule obligation que nous avons légalement, c'est d'avoir sur une liste provisoire des personnes majeures. Voilà. Et c'est cette contrainte-là qui nous amène à un certain moment faire des choix. C'est vrai, ces choix-là sont durs. Mais à un certain moment, puisque la révision de la liste électorale se fait selon un processus, on est bien obligé de procéder par un choix. Et on a fait le choix qui nous paraissait le plus loin possible, permettant de ratisser le plus loin possible jusqu'à la publication de la liste électorale. Ça, c'est de la liste provisoire. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous nous dites,
Oui, vous ne voulez pas faire la révision parce que, alors que vous avez parlé de la Constitution, ce n'est pas la Constitution qui nous oblige à faire la révision annuelle, c'est le code électoral, je le dis en passant. Vous nous dites que c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Nous n'avons jamais dénié cela. C'est une obligation du code. Et nous, notre souhait, c'est de nous atteler le plus possible à appliquer ce texte-là. Il se trouve que sur le terrain, monsieur, c'est difficile de faire une révision annuellement. Ça prendrait peut-être du temps de vous l'expliquer, mais croyez-moi, faire une révision annuellement en n'ayant pas la possibilité de faire le basculement comme ça se fait dans certains pays. Parce que vous remarquerez que les pays qui font la révision annuelle, ce sont des États où le basculement des personnes mineures se fait automatiquement. Vous imaginez bien que si le basculement était possible, nous serions les premiers. D'ailleurs, c'est nous qui avons proposé cela en arrivant en 2019. Dès que nous avons proposé ça, ça a été une levée de bois vert de tous les partis d'opposition en nous disant non, 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 c'est l'occasion de tricher. Alors que notre seul souci, c'était d'être efficace, justement. Et nous avons en cela approché l'ONECI, qui est l'organisme en charge de la mise en place de l'état civil ivoirien. L'ONECI était parfaitement ouvert à cette possibilité. Il se trouve simplement que, d'un point de vue pratique, technique, ça n'a pas pu se faire. On a été les premiers à le déplorer. Mais les États, je répète, les États qui font les révisions annuelles sont des États qui ont le basculement automatique, ça facilite énormément les choses. À ce moment, il faut changer peut-être le code électoral. Alors, justement, j'en viens. Je suis tenté de dire, on n'a pas attendu les revendications des partis politiques. Nous avons, dès que nous nous sommes aperçus, parce que nous avons commencé en 2019, notre mandat, et en 2020, à la pratique, nous nous sommes rendus compte de la difficulté en tenant compte de l'environnement particulier ivoirien, de l'état civil ivoirien. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas faisable. Et nous avons proposé des amendements, un amendement normalement pour ce texte-là. Parce que nous avons trouvé plus réaliste de pouvoir le faire. Vous avez proposé l'amendement en quelle année? Non, non, nous avons rédigé comment on appelle ça, un projet d'amendement qui peuvent pour faire la révision tous les 2 ans. Parce que dans la pratique, nous nous sommes rendus compte que la révision, nous la faisons toujours à cheval sur 2 ans. Et donc, je comprends que le gouvernement refuse, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Nous nous sommes donné le temps aussi de mûrir ce projet d'amendement. Nous avons fait la première révision en 2020 et nous nous sommes dit, on attend la prochaine révision. Si on a les mêmes difficultés à ce moment-là, il va s'imposer nécessairement cet amendement. C'était juste pour répondre à M. Djarasouba que nous disons qu'en l'état actuel de l'état civil de Côte d'Ivoire, il est quasiment impossible de faire une révision annuelle de la liste électorale. C'est tout ce que nous disons à ce stade-là. Très bien. Alors, l'un des reproches qui est fait également à la Commission, c'est de dire qu'il est prévu un budget alloué à la révision de la liste électorale annuellement. Oui. À partir du moment où on dispose de l'argent pour faire cette révision, pourquoi on ne la fait pas? Qu'est-ce que vous répondez? Mais la réponse est déjà faite. Parce que les difficultés que nous avons pour réaliser la révision de la liste électorale annuellement, ce ne sont pas des difficultés financières. À aucun moment, la commission électorale n'a dit qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants pour faire la révision annuelle. Nous disons qu'à la pratique, c'est un travail de terrain. Nous sommes des experts en matière électorale. Nous savons, parce que nous l'éprouvons chaque jour, les difficultés rencontrées sur le terrain à mettre en place cet article. Et c'est pour ça que nous disons qu'il aurait été plus réaliste en rapport avec le terrain de proposer une révision tous les 2 ans, jusqu'à ce que nous soyons capables de faire le basculement, auquel cas, il n'y a aucun souci. Mais il arrive qu'il y ait des textes qui ne sont pas
soit pas parfaitement en adéquation avec la réalité du terrain. Et pour ce texte en particulier, c'est le cas. C'est ce que je dis. Très bien. Et pour terminer, il faut aussi qu'on apprenne à si j'ose dire, se libérer de cette contrainte qui veut qu'on pense que faire la révision de la liste électorale, c'est dans le but des élections tout de suite. Non. Que dit le texte? Le texte demande la révision de la liste électorale et qualifie cette révision de la liste électorale de mise à jour. Il s'agit d'une simple mise à jour administrative. Elle n'est pas nécessairement liée à la tenue d'élections. La preuve, si elle était liée à la tenue d'élections, nous ne faisons pas une élection chaque année. Le texte, le législateur, parce qu'il faut aussi voir, quand on regarde les textes, il faut voir quel est l'esprit du texte. Le législateur, s'il avait voulu lier la mise à jour du corps électoral à la tenue d'élections, il n'aurait pas prescrit la révision chaque année. Nous ne faisons pas d'élections chaque année. Ce n'est qu'une mise à jour administrative. Il faut qu'on se le dise et il faut qu'on l'accepte aussi, plutôt que de faire des procès d'intention à la commission électorale. Nous disons que ailleurs d'ailleurs, où ça se fait de façon administrative, les gens ne sont même pas... ça se fait vraiment comme une lettre à la poste. Et c'est l'esprit de la révision de la liste électorale. Très bien. Alors, et pour terminer, si vous permettez, parce que je ne peux pas laisser dire que la commission électorale que vous aviez terminé, est à la solde du gouvernement parce que la commission ne veut pas faire la révision de la liste électorale. Je vous répète que c'est nous qui sommes sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, c'est à nous qu'il est confié l'organisation des élections. Est-ce que c'est la CEI qui décide de faire ou de ne pas faire? Mais c'est la CEI qui dit qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Et je vais même plus loin, monsieur. Vous savez que nous disons que nous ne pouvons pas le faire. On a répondu donc aux doléances, aux souhaits, je vais dire ça comme ça, au plaidoyer de l'opposition notamment. De l'opposition. Mais nous sommes une commission qui travaillons dans un cadre bien cadré, si j'ose dire. C'est le texte. Mais c'est aussi les accords politiques. Alors, moi, je vais vous faire une suggestion. Nous disons que nous ne pouvons pas, pour des contraintes de calendrier liées au texte lui-même avec lequel nous travaillons. Si les hommes politiques s'accordent sur un dialogue pour nous autoriser à écarter les textes, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Quand nous disons que nous ne pouvons pas faire une révision de la liste électorale avant octobre, c'est parce qu'il y a des contraintes. Il ne faut pas oublier qu'il y a le parrainage en 2015 auquel vous faites allusion. Il n'y avait pas de parrainage en 2015, monsieur. En 2020, il y en avait. En 2020, il y en avait. Mais en 2020, nous avons fait le parrainage, vous savez comment? Sur la base de la liste électorale provisoire. Parce que justement, parce que le timing ne permettait pas d'attendre d'avoir la liste définitive. Nous l'avons fait sur la base de la liste provisoire. Et les mêmes partis politiques nous ont fait le reproche, après, d'avoir fait prendre des risques en faisant le parrainage avec la liste électorale. Parce que quelqu'un qui est sur la liste provisoire peut ne pas se retrouver sur la liste définitive. En 2020, on oublie de le dire. On l'a fait. Et là, dans toutes les simulations qu'on a faites, pour être complète sur le sujet, pour répondre encore aux attentes de nos concitoyens, dans toutes les simulations que nous avons faites, pour pouvoir faire une RLE, une deuxième RLE avant les élections de du 25 octobre, dans toutes les simulations, je dis bien, avec nos experts techniciens, il n'est pas possible de le faire autrement que sur la base d'une liste électorale provisoire. Très bien. Voilà, vous allez réagir, Maître Yapobi, je fais réagir Professeur Banga, et Yacouba Doumbia ensuite. Professeur Banga, allez-y. Bah déjà, j'ai déjà expliqué que attendre 4 500 000 électeurs sur nouveaux électeurs, c'est faux, c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, pourquoi c'est pas possible? Je réponds parce que le corps de ces citoyens ivoiriens est différent de tous les pays qu'on a.
En Côte d'Ivoire, on a près officiellement un quart de la population qui est étrangère. Donc, il sort déjà de la citoyenneté. On a la majorité de la population, je crois plus d'un tiers, je crois, qui est moins de 18 ans, qui sort aussi de la majorité. Sans oublier nos problèmes d'état civil. Je l'ai dit, si les années passées, on n'a jamais atteint plus de 1 million, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, un coup, on aura 4 500 000 électeurs. Donc, cette estimation, d'ailleurs, ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'une projection, elle ne tient pas. Et ça, je l'ai dit et redit sur ce plateau. Donc, on s'appuie sur cette estimation pour réclamer quelque chose de faux. Moi, quand j'écoute Maître Yapobi, il y a deux choses qui me choquent. La première chose qui me choque, c'est de nous avoir fait, en 2020, faire des parrainages avec une liste provisoire. Mais c'est plutôt ça qui doit être attaqué. Parce qu'on peut se retrouver avec quelqu'un qui n'est pas confirmé, qui parraine. Il est en train de fausser l'élection. Donc, effectivement, si on doit avoir les parrainages comme le demande dans notre Constitution, il faut que ces parrainages se fassent avec une liste définitive. C'est une grosse faute, ce n'est pas une erreur, c'est une faute même qu'on a commise en 2020, que moi, je n'accepte pas que cette faute se répète cette année. Et donc, si on a des parrainages, moi, je pense que la logique des choses, c'est d'avoir que ces parrainages soient faits à partir d'une liste définitive. Parce que quelqu'un qui est retiré de la liste définitive, qui est sur la liste provisoire, peut parrainer. Et donc, on est en train de lui donner un pouvoir constitutionnel qu'il n'a pas. Et ça, c'est grave pour moi. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est... Elle m'a dit on est d'accord avec les partis politiques. Est-ce que vous confirmez que les partis politiques sont d'accord avec ce chronogramme et les partis politiques ont été avertis de tout ça? Oui, bien sûr. Mais c'est pas sérieux. À chaque activité que nous menons, nous prenons la peine de nous adresser à toutes les parties prenantes, hein, pas seulement les partis politiques. Ce que je veux dire, c'est que si des partis politiques ont été avertis consciencieusement et qu'ils ont accepté, ils ont même accepté l'arrangement qui est de dire que les mineurs de 17 ans peuvent venir, mais il faut qu'ils soient cohérents. Tout à fait. On ne peut pas venir le matin à la CEI, dire oui, on est d'accord pour ça, et le soir sorti dire autre chose. C'est tout ça qui gâche l'idée de la politique. Le mensonge de la politique, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Soit, dès le départ, vous dites à la commission électorale, on n'est pas d'accord avec ce chronogramme, parce que tout simplement, en ce moment, on le comprend, mais dire oui à la commission électorale, et venir ensuite devant ses militants dire autre chose, pour moi, ce n'est pas normal. Il faut que les hommes politiques soient, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, qu'il faut qu'ils soient cohérents dans ce qu'ils font. Ça va leur donner de la crédibilité. Et donc moi, je trouve que ce n'est pas normal de le faire. En revanche, je suis d'accord avec elle. Est-ce qu'on va trouver un accord politique qui va nous faire passer certaines exigences, hein, à la fois de transparence et exigences juridiques pour pouvoir passer à une RLE? Ça, il faut qu'on soit conscient, tout Ivoirien, qu'un accord politique comme ça va nous emmener à bafouer certaines exigences techniques. Puisque finalement, c'est eux les techniciens. C'est eux qui nous disent, on est sur le terrain, voici ce qu'on peut faire. Je vais terminer par dire, il faut arrêter le CEI bashing. En fait, on a l'impression qu'on entend des gens qui sont en train déjà de préparer leur défaite ou leur boycott. Parce qu'on a l'impression que vraiment, le seul argument qu'ils ont, c'est la CEI. Pourtant, on a vu aux dernières élections, des gens comme Awoussou Janou perdent des élections. On a vu des gens comme le ministre Chaba perdre des élections. Donc, je pense qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur comment gagner l'élection plutôt que de chercher des arguments. J'ai l'impression que les gens sont en train de chercher des prétextes pour perdre. Voilà.